« 1970. Le système métrique fait son entrée et change les prix à la pompe. Durant l'été, des bombes du Front de libération du Québec explosent à Montréal. Et 1970, c'est aussi l'année où les Québécois se mobilisent pour éliminer les clubs privés de chasse et de pêche. Ici Anne Panassoc. Bienvenue à Tout le monde en parlait. En 1970, les Québécois se voulaient maîtres chez eux. Or, ils ne l'étaient pas vraiment. Des clubs privés de chasse et de pêche, souvent étrangers, occupent la majorité des terres de la couronne, des terres pourtant publiques. Depuis des générations, ces clubs louent les territoires pour une bouchée de pain. Les simples citoyens, eux, ne peuvent ni se promener en forêt, ni canoter sur les lacs. Ils vont se révolter. En fait, les Québécois n'ont pas accès à 87 du territoire de chasse et de pêche accessible par voie de terre. C'est réservé à un demi de 1 de la population. Dès 1970, la guerre est déclarée aux clubs privés de chasse et de pêche. Partout dans la province, des citoyens se mobilisent. Pêcheurs, femmes, enfants se rendent en forêt, occuper les territoires qui leur sont interdits d'accès. Les syndicats les appuient. C'est un minimum de dignité d'être capable de voyager dans ces forêts chez soi. Ensemble, ils forcent les barrières des clubs et jettent leurs lignes à l'eau. Nous sommes en Mauricie, et pourtant, ce sont des Américains surtout qui pêchent ici. Michel Blouin est un des organisateurs du mouvement d'occupation de l'époque. Le jour de la Saint-Jean, 1970, ils sont des centaines à manifester sur ce club privé. Les agents de la Sûreté du Québec les attendent. Et là, il faisait 90 degrés à peu près, si je me rappelle. Là, entre 80 et 90 degrés. Puis là, à un moment donné, le panier solaire est arrivé, puis là, ils nous ont cordé dedans, comme des bestiaux. Les femmes, les jeunes filles, les mineurs ont été embarqués. Puis là, ils ont monté à Québec. Une quarantaine de personnes sont arrêtées et emprisonnées pour avoir pêché. Ménagères, commis, jardinières deviennent les héros du petit peuple qui lutte contre les privilégiés et le gouvernement qui les soutient. 35 ans plus tard, que de souvenirs. Ouais. Ça fait des palpitations, je pensais pas. Ah non? Non. C'était club quoi? C'était le club Saint-Bernard. Il y avait 90 membres pour 100 lacs. Fait qu'à un moment donné, tu dis l'injustice sociale. Ouh. Là, vous dites des palpitations, ça veut dire quoi? Ah, ça me fait chaud au cœur. C'est des vieux, c'est 35 ans de souvenirs, là. Les occupations se multiplient en 1970, 71 et 72. C'était réellement une bataille. C'est une guerre. Quand on embarque d'un panier à salade, ça devient physique. Ça devient une vraie guerre. C'est plus seulement des mots. La guerre contre les clubs, c'était une guerre contre les clubs. C'était peut-être une guerre imaginaire aussi entre deux sociétés. Une société qu'on croyait plus favorisée, un anti-américanisme aussi, mêlé à ça. Dans la région où les contestataires ont fait des marches, En 1970, le journaliste Jean Pagé est un chasseur passionné. Il défend publiquement les clubs privés. À la télévision, les journalistes se livrent une guerre de mots. parce que je ne pêche jamais sur les clubs privés et je pêche à tous Mon les cher Jean Pagé, vous êtes membre du du club des Grandes Baies, vous êtes même membre de la direction. Puis je suis membre du club du Lac d'Argent, puis je suis membre de plusieurs clubs. Il fallait que ça soit qu'il y ait beaucoup de confrontation parce que pour qu'on fasse des menaces de mort à quelqu'un, ben à ce moment-là, il faut que ça soit... Mais je tenais mon bout, j'ai jamais lâché, je ne le lâche pas encore, je ne le lâcherai jamais non plus.
Abolir les clubs privés devient une cause politique. C'est rendre le Québec aux Québécois. Des fois, c'était marqué « défense de passé ». Ils se comportaient comme s'ils étaient de véritables propriétaires. Et il y avait des postes de contrôle avec des guérites, ils barraient les routes, interdiction de passer. Des gens qui voulaient faire du canot, ils ne pouvaient pas aller canoter sur un lac qui faisait partie d'un club privé. Pendant que Michel Blouin et ses compagnons de lutte manifestent sur les lacs privés, le futur ministre Yves Duhem est alors un jeune avocat qui, lui, fréquente les clubs privés. Ceux qui voulaient aller marcher en forêt, sur un club privé, pas question. Le gardien venait vous voir et il disait « lève les feutres hein? ». Ça, c'était automatique. Et ça, c'était généralisé. Mais le simple citoyen se révolte. Avec le regard d'aujourd'hui, le témoignage qui suit est étonnant. Moi, un soir, ils ont tiré sur moi le revolver, ils ont vidé le revolver sur moi. J'ai crié en anglais et en français d'arrêter. Et puis, ils ont tiré jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de balles. Je suis venu assez enragé que si j'avais eu un arme, j'étais à mon corps défendant, j'aurais tiré sortant. Tu sais. Bon, il faut dire, c'était une situation qui était archaïque, mais finalement, on s'est retrouvé où des régions complètes, comme la Mauricie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, une bonne partie de la Côte-Nord, l'Outaouais, étaient clubés mur à mur, comme on disait. Serge, qu'est-ce que vous en avez contre les clubs privés? Les débats télévisés sont houleux. À cette émission, le journaliste Serge Desglun, aujourd'hui décédé, plaide pour le déclubage. C'est le seul pays au monde entier où ce principe des clubs privés existe. Il faut vraiment avoir été vaincu et dans l'esprit d'un peuple de vaincus pour accepter des conquérants une situation comme celle-ci. Mais écoutez les arguments pour maintenir les clubs. On craint que les Québécois saccagent tout. À la dynamite, à la poche, tout ce que tu voudras pour vider les lacs avec aucune espèce de prévoyance. Et ces gens-là qui l'ont fait, c'était pas des gens qui étaient chassés des clubs privés, c'était les riverains même des lacs en question. Tant et aussi longtemps que ce système de protection-là ne sera pas parfaitement organisé, ce sera un crime que de laisser la faune aquatique et terrestre à l'usage du grand public. Bien, ça, c'est le charriage qu'on entendait de plusieurs porte-paroles des clubs privés. Quand on dit aux Québécois, l'ensemble de notre population, vous n'êtes pas assez brillant pour vous comporter, donc on va vous l'interdire, c'est d'un ridicule absolument incroyable. Sur la rivière Matapédia, si mon souvenir est bon, elle appartenait à une grande multinationale, une papetière, on ne va pas la nommer. Et les Québécois n'avaient pas accès à leur rivière qui coule en plein et qui passe dans le village, dans le fond, pas dans le village Matapédia, mais à partir du lac Matapédia jusqu'à Restigouche. Et les Québécois, leur boulot, eux, c'était de travailler comme guide ou travailler comme aide de camp, porte-avions les canaux, des choses comme ça. C'était vraiment incroyable. Et je n'ai jamais blâmé ces gens-là, moi, quand ils m'ont raconté que la nuit, ils allaient pêcher du saumon. Puis moi, je m'étais dit, un jour, on va régler ça. 35 ans plus tard, on était fiers que quelqu'un mette ses culottes. Mais abolir les privilèges des clubs, même pour Yves Duhem, devenu ministre, sera une longue bataille qui prendra des années. Vous pouvez visiter notre site internet à radiocanada.ca/parler et ne manquez pas le site des archives. C'est plus accessible à gauche, il me semblait. Mais... Allez, c'est pas bon. Loin belle, hein? C'était nos tripes. C'était nos tripes de Québécois qui voulaient sortir du joug. Puis on voulait être maître chez nous. C'était pas un jeu. C'était... Puis à cette époque-là, ça me fait drôle de le dire, mais les gens, on serait morts pour le Québec à cette époque-là. Tellement qu'on était en changement. C'est le début d'un temps nouveau. La terre est à l'année zéro. La moitié des gens n'ont pas 30 ans. Les femmes font l'amour librement. Les hommes ne travaillent presque plus. Le bonheur est la seule vertu. Début des années 70, le mouvement populaire pour abolir les clubs privés de chasse et de pêche devient irréversible.
La loi du mâle, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous avez le droit d'abattre uniquement un spécimen avec portant panache, en principe. Henri Poupard, journaliste de plein air, secoue l'opinion publique avec son livre « Le scandale des clubs privés de chasse et de pêche ». Ce livre-là a été vraiment ce qui a allumé la mèche, qui a fait que ça... que les gens disent « Oh, un instant, là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Cette carte-là, ça représente effectivement la localisation, la situation géographique des clubs privés à l'époque. 87 du territoire accessible par voie de terre était contrôlé par une minorité de gens qui représentait à l'époque à peu près 1,5 % de la population du Québec. Et d'autant plus que de ce demi-pourcent-là, il y avait énormément de gens qui venaient d'outre-frontières, c'est-à-dire des Américains. Il y avait des clubs là, qui dépassaient largement 500 000 carrés et qui comptaient moins de 100 membres. Il y avait des clubs qui avaient tellement peu de membres qu'il y avait un lac par membre. Il y en a qui prétendent que c'était facile de devenir membre d'un club privé. Ça, c'est vraiment de la foutaise. Ça, c'est vraiment... c'est mensonger au bout. Tu ne pouvais pas savoir. Il n'y avait rien de publié. Il y avait docteur Intel ou maître XYZ qui était membre, puis là, ben, il suggérait 1 ou 2 personnes, puis il passait au balotage. Puis voilà, c'est le même que ça se passait. Mais c'était pas ouvert. C'était pas ouvert, absolument pas ouvert au monde en général. C'était fermé. Fermé au peuple, mais ouvert aux compagnies minières, aux papetières américaines et à leurs invités, dont Eisenhower, Kennedy, le prince Philippe, Bobby Orr. Il y a aussi des Québécois, des grandes familles comme les Simard, des notables aussi, et des vedettes. Moi, j'étais membre de 2 clubs privés. Les Grignons avaient pêché là. Moi, j'y ai pêché d'ailleurs avec Beaulieu, avec Maurice Richard. On peut parler du club du Lac d'Argent, où Suzanne Lapointe, son mari était membre. Et je m'en rappelle encore de la sensation. C'était une merveilleuse sensation, ça, d'être seul sur un... D'abord, c'était tellement grand. Puis si on voulait avoir un lac seul, on avait juste à prendre le lac Long ou le lac de la Montagne. Ou, C'est pas féminin à la chasse au fond, là. Parce qu'on peut quand même pas être habillé comme des femmes extraordinaires. Je n'appelle pas ça rester féminine. Moi, ma crosse est faite pour moi. C'est un groupe sélect qui profite des grands espaces, pourtant publics, les terres de la couronne. Serge, Roger, puis mon mari, ils tiraient 16, 17, 15, 16, 17 pigeons sur 25. J'en tire 21 sur 25. La première fois de ma vie. Alors là, ils avaient le caquet-bas les 3 ou 4 ans. Les gens qui étaient là n'étaient pas de mauvaise foi non plus, il faut bien comprendre ça. Mais ils voulaient l'exclusivité d'y pêcher. Et je n'étais pas d'accord avec ça. Avec les années, là, parce qu'il y a des très vieux clubs privés, hein, un sentiment d'appartenance qui s'était traduit au fil des années par un droit de propriété, alors qu'il n'était pas chez eux. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas simple de changer les mentalités. Que ce soit l'Union nationale ou le Parti libéral, les hommes politiques se succèdent et maintiennent les clubs. Je me souviens dans le temps de l'Union nationale où c'était une façon de remercier les organisateurs ou les gens qui avaient souscrit au parti, etc. On leur donnait un club de chasse et de pêche privé, puis voilà. Fin des années 60, le gouvernement de l'Union nationale augmente l'étendue du territoire clubé, malgré sa promesse de réduire le nombre de clubs. Il semble avoir encore des personnes à récompenser. J'ai peur, justement, de me réveiller l'an prochain, au lieu d'avoir 1600 clubs là, sous bail, d'en avoir peut-être 1200, mais de me réveiller encore avec 30 000 carrés de territoire sous bail, au lieu d'en avoir 25 000. C'est ça. Alors, je pense que ça, ces histoires-là, on est tannés. Il faut que le gouvernement prenne une position. C'est oui ou c'est non? Printemps 1970, les libéraux de Robert Bourassa prennent le pouvoir et promettent d'agir. C'est l'année des manifestations populaires. 7 occupations de clubs privés pour réclamer l'accès aux forêts et aux lacs. En bons citoyens, les manifestants s'imposent des limites de pêche.
Il va y avoir un comité de réception ici. Il va falloir que tout le monde vienne montrer ses truites. Bravo! Hey, c'est 15 livres ou 25 truites? C'est 15 truites que tu auras le droit de prendre, ça. Bravo, bravo, pas plus, pas plus, bravo, pas plus! La ministre Claire Kirkland-Casgrain va céder aux pressions des manifestations populaires et transformer quelques clubs en 2 parcs publics. Mais cela coûte cher, car elle offre de dédommager les clubs. Je ne crois pas que tout doit devenir public. D'abord, nous n'avons pas les moyens et nous n'avons pas les gardiens d'entraîner pour conserver la faune. La résistance est grande dans l'entourage de la ministre Casgrain. Son époux est membre du prestigieux club de pêche Cascapédia. Son sous-ministre défend farouchement les clubs. Et Claude Simard, beau-frère de Bourassa, deviendra le prochain ministre de la Chasse et de la Pêche. Au moment où on se parle, c'est que les clubs privés, par bail, doivent avoir un minimum d'1 membre par 1000 carrés. Alors, nous voulons peut-être doubler ou tripler le nombre de membres par 1000 carrés. Quand vous avez des présidents de banque, des présidents de compagnies d'assurance, la famille Molson, le conseil d'administration de l'Alcan, à cette époque-là, quand ces gens-là prenaient le téléphone ou qu'ils invitaient un ministre ou un lunch pour lui expliquer que ça n'avait aucun sens de laisser les aborigènes aller pêcher là-dedans, bien, c'était clair dans mon esprit que c'était une absence totale de volonté politique de régler le problème. J'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. Le Québec aux Québécois, c'est aussi avoir accès aux forêts et aux rivières. Yves Duhem est nommé ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche. Il se rappelle sa promesse de mettre fin aux clubs privés. Malgré les pressions, il met de l'avant une opération d'éclubage dans l'ensemble du Québec. Alors, le 22 décembre 1977, c'était la dernière ou l'avant-dernière journée de la session. M. Lévesque, il avait... Je ne me souviens pas du mot à mot, mais c'était dans le genre, annoncez-le au plus grand. Ce que nous faisons comme opération, c'est que nous retirons l'exclusivité des droits de chasse et de pêche. Yves Duhem réussit un coup de maître. Il retire les droits exclusifs, mais n'exproprie personne. Pas de dédommagement monétaire. C'est une gigantesque économie. Les membres des anciens clubs peuvent continuer à y pêcher ou chasser, au même titre que tout citoyen. Je peux dire à la blague que ça faisait aussi un bon sujet de conversation pour passer les fêtes. Hein? Dans ma propre famille, moi, à l'époque, j'avais 5 beaux-frères qui étaient dans les clubs privés. Puis ils sont venus réveillonner chez nous, dans ma maison, le soir de Noël. Est-ce que j'ai besoin de vous dire de quoi on a parlé? Alors, ça a parti très haut, là, puis après ça s'est calmé. Pour Michel Blouin, le militant, cette annonce d'éliminer les clubs est encore vive à sa mémoire. Je crois que c'était avant les fêtes, ça, l'automne. Ça, c'est... Oui. Ça, c'était... Regardez ce que ça me fait, c'est... On l'avait gagné. Coupé. Les clubs disparaissent, mais le Parti québécois va se casser les dents sur le pire scandale des clubs privés, celui des rivières à saumon. En 1976, le Québec reçoit le monde aux Jeux olympiques. C'est l'année de tous les espoirs. Le Parti québécois redonne aux Québécois l'accès aux forêts et aux lacs. Mais nos plus belles rivières, les joyaux que sont les rivières à saumon, demeurent interdites aux simples citoyens. Je donnerais n'importe quoi pour embarquer sur la rivière dans un boat, mais que là, dans le moment que la rivière passe sur notre nez, puis moi, que je suis rendu à 47 ans, puis je suis encore à aller me pogner un saumon dans la rivière. Et j'y vais pas par rapport que moi me faire renvoyer quand je pêche. Moi, ça m'entend pas y aller. Ça fait que c'est ça qui se produit, monsieur. Mais ce genre de discours-là, là, les Québécois qui disent que ça fait 47 ans qu'ils regardent les Américains pêcher, là, ça, là, moi, tout ce que j'avais des tripes me remontait à la gorge. Hein. Puis ça, je n'acceptais pas ça. Puis je l'accepterai pas plus aujourd'hui. Le journaliste Henri Poupard est devenu un militant anti-club à l'âge de 25 ans, le jour où il a voulu pêcher le saumon dans la rivière Sainte-Marguerite. Il y a un pont qui engendre cette rivière-là qui passe. Tu peux pas la manquer. Là. Il y avait un monsieur qui pêchait là, qui pêchait le saumon.
J'ai demandé, écoutez, vous êtes certain qu'on ne peut pas pêcher? Et il m'avait répondu, you better not, boy. J'ai compris. Les rivières à saumon, c'est le summum du scandale des clubs privés. Selon l'étude d'Henri Poupard, en 1971, le Québec possède 98 rivières à saumon. Or, 57 de ces rivières sont louées à des clubs privés, souvent américains. Ce sont les plus belles rivières à saumon et les plus accessibles aussi. Seulement 7 sont ouvertes au public, souvent sur une portion de rivière. Les autres sont inaccessibles. Et pourtant, le ministre, qui a mis fin aux milliers de clubs de chasse et de pêche privés, maintient les privilèges sur les rivières à saumon. Cela est perçu comme une trahison par plusieurs. Pourquoi ne pas décluber les rivières à saumon en même temps? Parce que ça en aurait fait pas mal trop sur les bras. Et la dynamique concernant les rivières à saumon était différente. Il y a des rivières à saumon qui sont très loin, presque inaccessibles sur la côte nord. Il y a des rivières qui ont été loties, dans le sens qu'il y a des parties du fond de la rivière dont les fosses appartiennent à l'entreprise privée ou à des propriétaires privés. Donc, si on... Là, il n'y a pas question d'un déclubage, c'est une question d'exproprier. Vous pensez ce qu'aurait coûté exproprier la famille Molson? Je ne sais plus quelle rivière, c'était à coups de millions, hein? Parce que si demain matin, vous annoncez à la télévision que vous allez mettre 15 millions pour exproprier 3 fosses à saumon, au lieu de voir aux urgences des hôpitaux, vous m'en reparlerez. Vous allez avoir des nouvelles. Hein? Mais certains diraient que vous avez fait face à un lobby très fort et pris votre temps devant ce lobby très fort sur les rivières à saumon. Je me suis fait dire que j'avais plié devant le lobby des uns et des autres. Je m'en foutais complètement. Moi, mon plan de match, je l'avais dans la tête. Je me disais, attendez, vous allez voir quelque chose l'an prochain. Puis c'est ça qui est arrivé. On l'a bien en marche. Partout où il a pu, le ministre Duhem a aboli les clubs privés de chasse et de pêche. Mais il reste une quinzaine de clubs sur les rivières à saumon, des propriétés privées. Pire, dans les zones publiques, des Américains détiennent la majorité des permis de pêche au saumon. Ils ont réussi à contourner les règles et obtenir les droits de pêche. Si bien qu'encore aujourd'hui, des pêcheurs québécois réclament l'accès à leurs rivières. Ben moi, je vous remercie beaucoup d'avoir pris la relève de tout ça puis d'avoir mis le point final. Si on n'avait pas eu des gens engagés comme vous, avec vos amis à la base, on rentrait dans un mur de briques, ça c'est garanti. On a-tu fini? Oui. Ah, bravo.